Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Oui, effectivement, c'est donc l'heure de la revue de la presse israélienne. Ce matin, une heure un peu modifiée par rapport à nos émissions d'information quotidiennes. Comme nous l'avons expliqué, la seconde partie de cette émission ce matin sera consacrée donc à l'hommage à Simone Veil, qui est donc décédée vendredi, et un hommage qui lui sera rendu ce matin sur l'esplanade des Invalides à Paris. Nous en parlerons à partir de 8h30, aux alentours de 8h30, avec notre invité, l'historien Alain Michel, et également nous écouterons le témoignage que nous avons enregistré cette semaine de Marceline Loridan, l'amie intime de Simone Veil, rescapée comme elle du camp de la mort d'Auschwitz. Elle nous parlera de sa relation avec Simone Veil au cours de ces 70 dernières années. Comme je vous le disais, donc c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens, avec tous les quotidiens et les sites d'information qui mentionnent en évidence un titre douloureux, la mort tragique d'un officier de Tsahal hier lors d'un entraînement dans la région de Hebron. Le lieutenant David Golobenchich d'Efrat, 22 ans, a été tué d'une balle perdue tirée probablement par l'un de ses soldats. Tsahal a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame, mais le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, a d'ores et déjà décidé d'annuler toutes les manœuvres militaires qui devaient se tenir jeudi, et ce afin de consacrer les entraînements à la sécurité, à la problématique de la sécurité des soldats israéliens durant ces entraînements. Le lieutenant Golobenchich donc avait 22 ans. Dès que la nouvelle de sa tragique disparition a été connue, ses amis et proches se sont retrouvés devant son domicile à Efrat. David était connu à Jérusalem pour avoir été le bras droit d'Aryeh King, qui est l'un des conseillers municipaux de Jérusalem lors des dernières élections à la mairie de Jérusalem. Il laisse des parents, 2 frères et 2 sœurs. L'événement qui a très nettement la préférence des médias et des quotidiens israéliens ce matin, eh bien, ce sont les élections primaires pour la présidence du Parti travailliste et les résultats en particulier de ces élections primaires. Alors que le Premier ministre indien Narendra Modi est en Israël pour une visite historique, eh bien, les journaux et médias préfèrent accorder les grands titres de ce matin à ce premier tour des primaires travaillistes. Et pour la plupart des journaux, le grand titre, eh bien, c'est l'échec du président sortant Yitzhak Herzog, qui n'a pas réussi à se faire réélire. En effet, Herzog n'est arrivé que 3e dans cette confrontation après le grand vainqueur du jour, Amir Peretz, qui a obtenu 32% des suffrages, et ce que l'on pourrait appeler la surprise du jour ou la semi-surprise du jour, Avi Gabay, qui a recueilli 27% des suffrages. Yitzhak Herzog, lui, n'a obtenu que près de 17% des voix, soit légèrement plus que le député Erel Margalit avec 16,1% des suffrages. Réagissant à cette défaite, Yitzhak Herzog a avoué qu'il respectait le verdict des urnes, mais qu'il le déplorait. Avi Gabay, lui, a pour sa part remercié tous les membres du parti qui ont voté pour lui, en dépit du fait qu'il s'est inscrit dans ce même parti il y a à peine 6 mois. En effet, Avi Gabay est un transfuge du parti Kulanu de Moshe Kahlon, un parti qu'il a quitté après avoir démissionné du gouvernement après la démission, ou en tout cas le limogeage du ministre de la Défense Moshe Ya'alon il y a environ 1 an et demi. Mon score, a déclaré Avi Gabay, est la preuve que le Parti travailliste n'est pas un club fermé, et un parti tel-avivien. Nous avons désormais la possibilité de nous tourner vers de nouveaux publics, a déclaré Gabay, avant de remercier le président sortant Yitzhak Herzog. Amir Peretz, qui fut déjà il y a 10 ans président du parti et même ministre de la Défense dans le gouvernement d'Ehud Olmert, a remercié tous ceux qui l'ont soutenu et lui ont permis d'arriver à la première place. Le Maariv fait remarquer que c'est la première fois dans l'histoire du Parti travailliste que les 2 candidats au poste de président sont tous 2 séfarades. Les autres quotidiens mentionnent même que ce sont tous les 2 des originaires du Maroc. Et pour un parti qui longtemps a été le bastion d'un électorat ashkénaze élitiste, eh bien c'est une véritable révolution, comme le titre ce matin. Nous allons le voir. Le Yediot Aharonot, les 2 candidats en tête n'ayant pas obtenu 40% des suffrages, il y aura donc un second tour qui se tiendra lundi prochain. Les observateurs israéliens affirment qu'Avi Gabay,
qui est donc un nouveau venu au parti, a certaines chances de l'emporter. Il pourrait bénéficier d'un report des voix favorables. Les commentateurs dans le Yediot Aharonot et sur Reshet Bet, la chaîne d'information de la radio israélienne, insistent ce matin donc sur le fait que les deux candidats pour le second tour, Gabay et Peretz, sont tous deux d'origine marocaine, et c'est pourquoi donc le titre, le Yediot Aharonot, titre en manchette Ma'apar, révolution. Mais les analystes comme Hanan Kristalch sur Reshet Bet considèrent qu'il faudra voir s'il s'agit d'une révolution de type individuel ou bien d'une révolution socio-culturelle. En d'autres termes, est-ce que l'électorat travailliste a voté pour les compétences des deux candidats, ou bien est-ce que l'on est en train d'assister à un déplacement massif d'un électorat sfarade des couches sociales moins favorisées qui a toujours voté pour le Likoud vers le parti travailliste? Si cela devait être effectivement le cas, eh bien cela pourrait légitimement inquiéter Binyamin Netanyahou et le grand parti de droite au pouvoir. Mais c'est tout de même encore prématuré, affirment les observateurs, et on ne peut pas le déterminer pour l'instant de manière tranchante. Tous les médias ont suivi hier l'arrivée du Premier ministre indien Narendra Modi en Israël. À sa descente d'avion, Modi est tombé dans les bras de Binyamin Netanyahou et les deux leaders se sont longuement congratulés avant de passer en revue un détachement de l'armée israélienne et de serrer les mains des ministres venus honorer cette hôte distinguée. Le Citoyennet a même diffusé cette arrivée en direct, mais les grandes chaînes de télévision ont été plus discrètes et n'ont pas accordé, on va dire, à Modi, par exemple, la même couverture massive que lors de la visite en Israël de Donald Trump les 22 et 23 mai derniers. Pourtant, dès son arrivée, le Premier ministre indien n'a pas tari d'éloges envers l'État d'Israël et envers son homologue Binyamin Netanyahou. Je suis très heureux d'être le premier chef de gouvernement indien à visiter l'État d'Israël. Je suis heureux d'être ici, a même dit Modi en hébreu. Modi a rendu hommage à l'innovation israélienne. Vous avez construit ici un État qui repose sur la démocratie. Vous avez travaillé dur pour qu'il réussisse et vous avez transformé des défis en opportunités, a déclaré le Premier ministre indien qui a répété que Binyamin Netanyahou était son ami. Les journaux nous montrent des photos du Premier ministre indien hier au mémorial du Yad Vashem. Nemeste titre le Yediot Aharonot avec en illustration donc de l'une de ces photos. Nous creusons une voie en vue d'un partenariat très fort, titre pour sa part le Israël Hayom en citant les deux leaders. Le Israël Hayom qui cite Binyamin Netanyahou qui a affirmé: le peuple juif et le peuple indien ont de nombreux points communs et nos deux pays ont des plans communs et pour nous deux, même le ciel n'est pas la limite puisque nous avons des programmes conjoints dans l'espace. D'ailleurs, les journaux indiquent que dès hier, un premier accord de coopération spatiale a été signé entre les deux pays et aujourd'hui, pas moins de 7 accords bilatéraux dans divers domaines comme la technologie, la haute technologie, la médecine, les industries agroalimentaires, l'eau et l'agriculture doivent être signés entre les deux pays. Et puis le Israël Hayom indique en page intérieure que la vigilance des gardes-frontières israéliens a probablement empêché hier un nouvel attentat au couteau dans Jérusalem. Hier, des gardes-frontières qui vérifient les véhicules qui viennent des territoires et entrent dans Jérusalem en passant par le quartier d'Ar Homa ont remarqué que l'un des véhicules qui attendait donc de passer au poste de passage n'avait pas les mêmes plaques d'immatriculation à l'avant et à l'arrière, ce qui a suscité leur méfiance. Ils ont fouillé le véhicule et ont découvert dans un sac plusieurs couteaux. Le chauffeur a été arrêté. Les quotidiens indiquent que le président de l'État, Reuven Rivlin, a décidé d'accorder une amnistie à l'ancien Premier ministre Ehud Olmert qui vient d'être libéré de prison. Cette amnistie dispense Olmert de satisfaire aux conditions posées par l'administration pénitentiaire à sa libération. Après seulement 2 tiers de sa peine, Olmert devrait donc pouvoir récupérer son passeport et même se faire interviewer par les médias israéliens. Et puis tous les médias reviennent ce matin et dès hier soir sur la nouvelle décision prise hier par l'UNESCO qui a qualifié l'État d'Israël de force occupante dans Jérusalem. L'UNESCO a condamné également les fouilles archéologiques que l'État d'Israël réalise à proximité du mur occidental et dans la vieille ville. 10 États membres ont voté en faveur de cette résolution, 3 ont voté contre et 8 se sont abstenus. L'ambassadeur d'Israël à l'UNESCO, Carmel Chama Cohen, a déploré cette décision, mais il a fait remarquer que de moins en moins de pays soutenaient ce type de résolution au sein de l'UNESCO. Il a surtout affirmé que le véritable enjeu sera de déjouer en fin de semaine le vote d'une résolution avancée par les Palestiniens, qualifiant le caveau des patriarches de Hebron de site palestinien du patrimoine de l'humanité, site palestinien menacé. Quant au ministre de Jérusalem, Zeev Elkin du Likoud, il a fait remarquer actuellement que se déroule autour de la vieille ville de Jérusalem le fameux Festival de la Lumière, un splendide festival, et qu'à Paris, parallèlement, se déroule au sein de l'UNESCO le Festival de l'Obscurité, dixit donc Zeev Elkin.
Et puis, comme nous vous le disions depuis ce matin, c'est donc ce matin l'hommage national à Simone Veil aux Invalides. Des centaines de personnes sont attendues. Le Times of Israel souligne que c'est le grand rabbin de France, Chaim Korsia, qui prononcera l'oraison funèbre. Et c'est l'un des fils de Simone Veil qui devrait réciter le Kaddish, comme elle l'avait elle-même demandé de son vivant. Voilà, cela nous amène à la seconde partie de cette émission que nous avons décidé de consacrer donc à Simone Veil. Nous serons dans quelques instants avec Alain Michel qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre dans ce studio. Alain Michel qui est historien, avec lequel nous allons parler des différents aspects de la personnalité de Simone Veil. Ce sera dans quelques secondes, tout de suite après un petit jingle. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.